Georges Mercier. Est-ce que tu dors au gaz, toi? Aucune mélatonine, aucun médicament. Je m'endors comme un bébé. Facilement, t'as pas de problème d'insomnie? Zéro problème, je me réveille jamais. Même, Donc, bonne hygiène de vie. Globe-trotteur comme toi, là, dans les avions. Ah, ben vous voulez que je donne le meilleur ouais. truc quand vous faites un vol transatlantique? Vas-y. Quand tu arrives à Paris, il faut que tu trouves des amis ou en Europe, peu importe, mais si tu traverses l'Atlantique. Quand tu arrives à Paris. Quand Hey, va tu peux Paris. bien rire, t'arrêtes Non, pas de non, me non, dire non. que t'es allé en Europe. Toi, Francis Gosselin, l'économiste, t'es allé en Europe, bordel de merde, yeah. Hey, tu peux bien rire de Mais ça. J'ai comme on dirait que j'ai raconté On fait mon match avec Georges Mercier. Tu là, peux pas c'est te baver, comme, t'as pas le droit. Quand tu arrives à Paris, tu dors dans Saint-Germain-des-Prés ou ici Oui, tu es ton bureau. certes. Le truc, c'est Ouais. que tu rassembles tes amis puis tu fais une grosse soirée le premier soir. Là, tu te forces pour toffer tard. Puis si tu t'endors à minuit, c'est réglé pour C'est le réglé reste. pour le reste. Très intéressant. Merci. Ça fait Merci plaisir. de ce conseil. Hein, Ça nous permet de détendre l'atmosphère avec la guerre tarifaire. Namasté. Namasté. On t'accueille Mais avec moi- détente. En fait, moi, j'aurais envie de dire à tout le monde, namasté, calmez-vous, ce n'est pas la fin du monde. D'autant plus que là, ce qu'on nous a annoncé hier, ben, c'est pas fait. C'est pas fait et ça, on l'oublie un peu quand on regarde les grands titres. Ce serait dans 29 jours qu'ils entreraient en vigueur, ces fameux nouveaux droits de douane additionnels-là de 50 En revanche, ce qui est un peu stressant, c'est que là, il apparaît assez clair que la Maison-Blanche fait ses devoirs. C'est-à-dire, l'an dernier, on a eu une première salve dans la guerre tarifaire essentiellement contre l'ensemble du monde de Donald Trump et on avait une Maison-Blanche qui était cavalière, où essentiellement, elle avait invoqué une loi sur les pouvoirs économiques d'urgence. Et là, cet hiver, la Cour suprême lui a dit « Ben, attends une minute, papillon, tu ne peux pas imposer les droits de douane à ta guise en invoquant cette loi-là. » Et là, on aurait pu croire, on aurait pu s'attendre à ce que ça calme un peu les ardeurs protectionnistes du président, qu'on lui enlève ce gros pouvoir-là. Le gros problème, c'est qu'en fait, ils sont retournés à la planche à dessin et là, ils commencent à sortir des boulamites une panoplie d'articles juridiques ou de fondements juridiques qui leur permettent de fait d'imposer les droits de douane. Et là, l'enjeu, c'est que c'est peut-être beaucoup plus solide d'un point de vue juridique. Ça pourrait résister aux soucis des tribunaux. Et si c'est le cas, ça veut dire que l'espoir qu'on a longtemps eu au Canada, qu'on a longtemps eu à travers le monde, à savoir que on va attendre que les tribunaux s'y opposent, donc on n'a pas à faire de concessions trop grandes tout de suite, bien si on n'a plus cet espoir-là, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Donc, toi, tu penses que ça arrivera pas? Que les tribunaux vont débouter Trump? Ben, que nous, on n'aura pas à payer ces fameux tarifs annoncés. Ah, mais on ne sait pas. Peut-être que le gouvernement canadien va faire son Mark Carney. Puis Mark Carney va dire, vous savez, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Nous allons lever nos contre-tarifs sur les automobiles américaines. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous lisez les déclarations, les proclamations du président d'hier, elles sont vraiment écrites comme des briefs juridiques. Ou essentiellement, c'est comme si on avait vraiment fait attention. On l'avait écrit en pensant à un juge qui allait le lire pour être certain que ça allait passer le test des tribunaux. Mais c'est quand même drôle là-dedans, mais drôle, curieux, c'est que on nous impose des tarifs en réplique à notre réplique, aux tarifs américains. Donc, il y a une solution très simple pour le Canada si on ne veut pas les avoir, ces 50 de droits de douane-là, c'est enlever la justification aux Américains. Donc, abolir nos propres contre-tarifs, parce que là, en l'occurrence, il n'y aurait plus d'argument juridique. Donc, je récapitule. Ils ont mis des tarifs, on a mis des contre-tarifs, et ces contre-tarifs-là servent de base à remettre de nouveaux tarifs qui sont ceux qui ont été annoncés hier. Oui, ou on peut même vulgariser. Ils ont tenté de nous intimider. On a dit non, on a voulu les intimider à notre tour, et là, ils nous réintimident à nouveau pour nous forcer et là, à tu dis reprendre la... peut-être qu'on pourrait lâcher notre bout, finalement. Moi, je dis peut-être qu'on devrait lâcher notre bout. L'autre enjeu, l'autre élément, les Américains sont très fâchés du fait que la LCBO, la SAQ, les magasins d'alcool des provinces ont retiré l'alcool américain de leurs tablettes. Peut-être qu'on pourrait faire confiance aux consommateurs canadiens. C'est-à-dire, une chose qu'on pourrait leur donner, c'est de dire non, on va recommencer à acheter de l'alcool américain et on verra si les Canadiens ont la colonne vertébrale requise pour ne pas acheter de produits américains s'ils sont disponibles. Mais là, au moins, on offrirait quelque chose aux Américains et la balle serait dans notre camp. Après, si on veut boire du Mom Napa ou non, mais sauf là, ça que ce n'est pas du ressort du fédéral. C'est une des choses qui a été avancée. Non, tu penses qu'on pourrait serrer la pince? De toute façon, le ménage à trois, c'est pas bon, ça. on peut pas le mettre ses Je tablettes. pense qu'on va constater le point à Isabelle Perron sur cet échange-là. Mais j'aime t'entendre parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit, Georges, mais je suis le plate économiste un peu trop rationnel et j'ai toujours dit la meilleure chose face à des tarifs, c'est ne rien faire. Et là, t'as des gens qui, évidemment, bombent le torse et ressortent... Est-ce que tu parles de Doug Ford, là? Mais plein de gens, là... Il est tough, Doug Ford. Hein? Ouais, mais bon, on aime ou on n'aime pas Doug Ford, mais j'ai des gens brillants autour de moi, puis tu sais, je veux pas les nommer, mais tu sais, des gens, les avocats, oh là, c'est le temps, là, de lui montrer à Donald Trump de quel bois on se chauffe, puis je suis comme, de quel bois tu te chauffes, bro? Ça, c'est une maudite bonne dans question. ta Volvo de
ville Mont-Royal, là, Non. comme calme tes nerfs. Non, mais là, attends, pire que ça, de quel bout on se chauffe au Canada? Parce que c'est bien le fun, les rêves de diversifier en Asie, de diversifier en Europe, d'aller exporter partout ailleurs. Je veux dire, on a une immense économie au sud de la frontière et naturellement, on est porté vers les États-Unis. On va rester dépendant des États-Unis. Mais on n'a pas trop le choix d'être dépendant des États-Unis. Ça va toujours être plus cher d'aller ailleurs que d'aller aux États-Unis pour la grande majorité des biens. Là, on parlait l'hiver dernier ou l'année dernière d'exporter de l'électricité en Europe. Là, je veux bien, Ça là, va mais coûter est-ce qu'on a cher. une idée du coût de ces infrastructures-là? D'autant plus qu'il y a un argument, ça c'est Ford qui le proposait. Les Américains ont quand même des récriminations un peu légitimes parfois, notamment lorsqu'ils tentent de s'opposer à la surcapacité manufacturière chinoise, qui est en train de vider notre propre capacité manufacturière en Occident. Ford proposait la forteresse de l'Amérique du Nord, ou de rejustifier notre libre-échange ici en nous présentant vraiment comme une unité économique intégrée. Est-ce que c'est le genre d'argument qui pourrait plaire à un Donald Trump? Peut-être pas, mais il y a quand même un petit espoir que oui. Ben, est-ce qu'on pourrait le voir juste comme une stratégie à l'aube des élections de mi-mandat aussi? L'élection des tarifs? Ah non, je pense pas. De son côté, c'est pas une stratégie électoraliste parce qu'il y a bien une chose qui est pas populaire vraiment chez Donald Trump, c'est les droits de douane qui auront éventuellement un impact sur l'économie américaine. Et là, ce qui devrait être en train de faire, c'est du damage control économique, Donald Trump. Là. Il y a sa guerre en Iran qui est pas populaire, qui a causé une hausse de l'inflation du prix du carburant, on en a déjà parlé. Il y a sa nouvelle guerre tarifaire qui risque de hausser aussi l'inflation en augmentant le coût des biens aux États-Unis. Donc, d'un point de vue rationnel et économique, là, si sa job à lui, c'est de regagner les midterms pour le Parti républicain, il fait pas ce qu'il devrait faire, me semble-t-il. Cela étant dit, on est un peu rapide par rapport à l'opposition des Américains. Il y a certaines industries qui sont contentes des droits de douane. Là. On crée des gagnants avec cette politique tarifaire-là du côté des Américains. Donc, il y a certains employés qui se réjouissent, mais ils ne sont pas majoritaires. Petit crochet en terminant, on change complètement là, l'orientation, mais il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui ont manifesté à New Delhi. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a quelques semaines, il y a un juge de la Cour suprême indienne qui réfère aux étudiants indiens diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, qui critiquent beaucoup le gouvernement en ligne. Il dit ce sont des coquerelles. Et là, vous avez des coquerelles ou des cafards, cockroaches en anglais. Et là, vous avez un étudiant indien aux États-Unis qui décide, vous savez quoi? Molle partir le parti des coquerelles. Donc, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Éventuellement, le compte Instagram du Parti des coquerelles a plus de followers que celui du gouvernement de M. Modi. Et ils appellent à manifester. Et là, ils manifestent pour de vrai. Vous avez des milliers de personnes qui ont manifesté à Delhi, ce qui a été réprimé par la violence. Il y a des scènes assez atroces qu'on peut voir en ligne. Mais néanmoins, on manifeste essentiellement contre le manque d'opportunités des étudiants indiens. Vous avez un taux de chômage très élevé. Là, si je ne m'abuse, c'est comme 40% des gens de 25 ans et moins qui ont un diplôme qui sont au chômage. Donc, c'est très difficile en Inde d'avoir un emploi pour cette catégorie de la population-là. Puis, il y a aussi eu un scandale au niveau des examens d'admission en médecine. Il y a environ 120 000 places pour commencer à étudier en médecine en Inde et vous avez des millions de personnes par année qui passent l'examen. Ce qui s'est produit, c'est que l'examen en question avait été divulgué. Et donc, certains y avaient eu accès avant. On suppose un peu de corruption. Et donc, on avait fait une reprise, ce qui avait un peu mis le feu aux braises parce que des gens s'endettent beaucoup en Inde pour passer et préparer ces examens-là. Donc, voilà le grand motif de récrimination. Et on demande la démission du ministre de l'Éducation. Ça va-tu fonctionner? On verra. Il refuse toujours de les rencontrer. Le gouvernement commence à plier tant bien que mal. On a même eu un Indien qui a fait une grève de la faim et on l'a empêché de faire sa grève de la faim. On l'a amené à l'hôpital pour lui dire nourri. Nourri de force. 120 000 médecins qui sont admis chaque année. Hein. On pourrait faire ça au Québec. Il me semble que ça changerait un peu la game. Oui, il y a quand même plus d'1 milliard d'Indiens. Oui, c'était une blague, Georges, merci. Une blague d'économiste. Une blague d'économiste, une blague de chiffres. Merci d'être avec nous, Georges. On se retrouve demain. À bientôt.